qu'il était suffisamment bon. 6 novembre 2017, ça fait 35 ans que son Excellence Paul Barthélémy Biya Bivondo prenait le relais d'Amadou Ahidjo à la tête du Cameroun. Quel bilan pouvons-nous faire après 35 ans d'exercice à la fonction de président de la République du Cameroun? L'équipe de AFTVC Afrique a tendu son micro aux hommes politiques et autres membres de la société civile de la ville de Douala. Voici ce qu'ils pensent. Écoutez, je ne sais pas s'il est important de rappeler que le président Paul Biya est au pouvoir depuis maintenant 35 ans. Il a pris les rênes dans les années 80, de 82 à 90. C'est vrai que ça a été marqué par un coup d'État, le faux coup d'État manqué de 84. Et ensuite, on a eu, le retour au FMI dans les années 86-87, alors que ce même président avait promis de ne jamais retourner au FMI, que le Cameroun n'était la chasse gardée de personne et qu'on ne retournera jamais au FMI. Ça, c'est les années 80. Les années 90 ont été marquées davantage par l'instauration, si j'ose dire, forcée du multipartisme, dont on est passé d'un parti unique qui était à l'époque le RDPC, ou plutôt l'UNC-RDPC, à une autorisation des partis politiques. Mais pour autant, nous ne sommes pas entrés en démocratie. Parce que je pense qu'il ne faut pas confondre démocratie et multipartisme. Nous avons eu la première élection multipartite, comme vous le savez parfaitement bien, en 92. Le vainqueur réel, en tout cas dans les urnes, ce n'était pas M. Paul Biya, qui n'était même pas deuxième, il était plutôt troisième derrière Bello Bouba Margaré et devant Adamou Ndamjoya. Le président élu en 1992, c'était le président Paul Biya. Donc là, nous avons une première démonstration grandeur nature de la vraie fraude électorale. En 1996, suite à la tripartite, donc qui a mis autour d'une table les partis politiques, le pouvoir et la société civile, on a eu la constitution, on va dire, postmoderne en quelque sorte. Dans cette constitution, nous avions certaines avancées significatives, en tout cas tout au moins théoriquement, à savoir la limitation des mandats notamment, et la décentralisation. Et dans les années 2000, on a eu, après la deuxième présidentielle, l'instauration d'un organe de supervision et de gestion des élections au Cameroun, sous la pression du SDF. On est passé de la gestion par le MINAT à ONEL 1 en 2000. En 2002, comme vous le savez, on est passé à ONEL 2, toujours sous la pression du SDF. Et puis en 2004, on a eu les premières élections présidentielles, toujours bien entendu, entachées de fraude massive. Dans les années 2008, M. Biya, qui pressentait venir le vent violent, s'est anticipé, s'est permis de modifier l'article qui limitait les mandats, qui était pourtant garanti dans la Constitution de 1996. Donc il a fait sauter le verrou de l'article 6.2 de la Constitution, donc qui limitait son mandat, pour s'octroyer une présidence à vie, ou quasi à vie. Alors, bien sûr, en 2011, la machine à fraude a fonctionné comme d'habitude. Il a donc rempilé par un score soviétique, n'est-ce pas, en 2011, pour la présidence de la République. Et en 2013, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé que le pays a sombré dans pratiquement tous les domaines. Le premier constat est que pendant 35 ans, le Cameroun demeure un pays en paix. Les Camerounais vivent à Douala, venant de toutes les régions du Cameroun. Vous êtes témoin. Moi, je suis un étonne, je suis à Douala depuis près de 30 ans. Ça va. Je vais partout, je connais toutes les régions du Cameroun. Parce que j'étais inspecteur, je suis allé partout. Je suis inspecteur, je suis maintenant expert foncier immobilier. Je connais toutes les régions. J'y vais. Rien ne m'arrive. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, la paix existe. Mais cette paix-là n'existe pas parce que l'eau coule tranquillement. Non. L'extrême nord
il y a des terroristes qu'on appelle Boko Haram qui sévissent là depuis peut-être 3-4 ans. Ils n'ont pas pris un pouce de notre territoire. Récemment, il y a des secousses des activistes qui ont emprunté malheureusement des pratiques des terroristes. Ils ont jeté des bombes. Ça n'a pas embrassé le Cameroun. Donc jusqu'à aujourd'hui qu'on parle, le Cameroun est dans la paix. C'est un gros bilan très positif. Sans la paix, il n'y a rien. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, à Douala, je le dis, quand je quitte la cité des Palmiers où j'habite, j'arrive à Akwa. Il n'y a pas un trou qui m'empêche de rouler. Mais ce qui m'empêche, c'est souvent l'encombrement de la voie entre les piétons, les pousseurs, les benséquineurs, les taxis et les autres véhicules qui sont de plus en plus en circulation. Et malheureusement, tous ces usagers-là méprisent les règles de vivre ensemble, de rouler ensemble dans une voie publique. Chacun fait tout ce qu'il veut. Et ça aussi, c'est le fruit de Biya. Dès qu'il a accepté le système de liberté, ce qui s'instaure d'abord, c'est ce qu'on appelle libertinage. Chaque Camerounais croit qu'il est chef, qu'il est patron. Même s'il est qui, il fait tout ce qu'il veut sur la voie publique. On peut le regretter, mais il faut le constater. C'est cher gagné. Mais on peut regarder l'économie. En Afrique centrale, j'ai suivi un peu les discours qui ont été prononcés à Semak, au Tchad. Les responsables, ils ont dit que le Cameroun joue un rôle important en économie en Afrique centrale. Ça, ce n'est pas triché. Maintenant, au niveau des infrastructures, Douala aujourd'hui, l'entrée qu'on appelle Est et Ouest, il faut voir les ponts. Quand on regarde ça, les gens croient que c'est un autre pays, mais quand on vit même, quand tu es sur le pont du Vouri, tu crois que tu es dans un pays industrialisé. Hélas, malheureusement, en 35 ans, le président de Biya n'a pas pu transformer le Cameroun en un pays sous-équipé, en un pays équipé. Et il ne peut pas faire un miracle. S'il faut faire bilan, j'ai 35 ans. Me voici le bilan de Paul Biya. Ce n'est qu'un bilan de détresse, s'il faut le dire. Je me souviens quand j'étais tout gosse, dans cette ville de Douala, on ressentait que la vie, ça donnait. Il y avait du boulot. Nous qui avons des diplômes aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler. Vous voulez donc qu'on fasse quel bilan de Paul Biya? C'est un bilan négatif sur tous les plans. Sur le plan politique, il n'existe pas de politique au Cameroun. Parce que le parti RDPC a phagocyté d'autres partis qui au jour d'aujourd'hui l'accompagnent à jouer le jeu du pouvoir. Sur le plan économique, nous sommes en pleine crise. Sur le plan socio-culturel, regardez la Société des droits d'auteur au Cameroun, où en sommes-nous? C'est un simulacre. Qu'est-ce qu'on peut donc dire des 35 ans? Fatidique en tout cas. Savons-nous dit que quand on fait le bilan des années 80, année à laquelle il a pris le pouvoir, à aujourd'hui, 2017, il est clairement évident que le Cameroun s'est illustré par une véritable descente aux enfers sur pratiquement tous les plans, sur le plan institutionnel, sur le plan des libertés, la liberté de manifestation réprimée, parfois dans le sang. Je n'insiste même pas sur la crise anglophone, donc comme vous savez a été bruyamment réprimée. Il y a eu d'autres répressions de marches, n'est-ce pas, pacifiques, faites par les citoyens camerounais, qui a été violemment réprimée. C'est un bilan donc parfaitement négatif. J'en ai pour le plan de la santé publique. Vous savez ce que sont devenus nos hôpitaux, dans les grandes villes en tout cas. Vous savez que pendant que les grands messieurs sont évacués vers l'étranger, nos compatriotes de classe beaucoup plus modeste croupissent dans nos hôpitaux hongrois. Je vais également prendre l'exemple de nos institutions judiciaires, la justice, qui brille par sa corruption très élevée, aucune confiance dans la justice camerounaise. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont ici en liberté ou en détention provisoire pendant un délai dépassant les délais prescrits par la loi.
les droits fondamentaux sont constamment violés. Sur le plan économique, on est passé d'une croissance à 2 chiffres dans les années 77-78 à une croissance à moins de 5%. C'est lamentable. Le pouvoir d'achat des Camerounais après la dévaluation a fortement baissé, chuté. Et les Camerounais se retrouvent dans une disette et dans une misère inacceptable. Sur le plan de l'éducation, bien sûr, il y a une prolifération des lycées et collèges, mais en vérité, quand on regarde de près, le niveau a profondément baissé, au point qu'aujourd'hui, certains candidats à certains examens officiels passent avec moins de 8%. C'est extrêmement grave. Donc, je dirais, sans vouloir vous rendre ici une liste exhaustive, je dirais que le bilan est profondément et totalement négatif, sinistre, désastreux et catastrophique. Il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun, reconnus, officiels. Mais on se pose la question, est-ce qu'il y a 300 façons de gérer un pays comme le Cameroun? Non. Ça veut dire que politiquement, celui qui veut dire qu'il a un projet, il crée son parti, on ne lui demande rien. Les médias, tout le monde, n'importe qui dit tout ce qu'il veut contre le président personnellement, contre sa famille, contre ses enfants. C'est ça la liberté. Malheureusement, on utilise la liberté politique mal. C'est pour cela qu'un ancien président de la France a dit que la démocratie, c'est un luxe pour l'Afrique. Au lieu de rassembler les efforts, faire des propositions comment moi je veux construire le pays. Non, ils passent le temps voleurs. Ils ont fait c'est tout simplement semer la haine. Mais même même ça, le Cameroun résiste. Il ne sombre pas dans la guerre civile. Mais je peux prendre l'éducation. Au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, je ne sais pas combien d'universités d'enseignement supérieur il y a, privé et public. Surtout privé. Les privés, ça va donc dire que les Camerounais, ceux qui ont des bons projets, sont libres de créer des établissements, des universités pour former d'autres Camerounais. Mais l'État n'est pas en reste. Maintenant, je crois qu'il y a plus de 8 universités d'État. C'est énorme, sans compter les grandes écoles. La santé, il y a des quoi, mais pas tellement. Les structures sont là. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que tous les Camerounais vont cesser d'aller chez les marabouts, chez les guérisseurs. Et ils laissent parfois les maladies s'aggraver dans leur corps et ça pose des problèmes. Mais tout ça, il y a quelqu'un, un grand théoricien du siècle passé, il avait fait une théorie, les 5 étapes de développement. Donc, aucun pays ne peut pas partir de 0 tout de suite à 5. Il faut traverser les étapes. Et je pense que sous le règne de Biya, le Cameroun progresse sûrement et dans la paix. C'est quoi la paix? La paix, c'est quelque chose de virtuel. Parce que pour la perdre, il suffit d'un déclic. Si vous vous souvenez des dernières émeutes au Cameroun en 2008, personne n'aurait cru que l'incidence de cet événement à Yaoundé aurait pu atteindre un niveau. Alors, qu'est-ce qu'on parle de paix au Cameroun? Nous sommes en paix tout simplement parce que les Camerounais aiment la paix. Nous sommes en paix tout simplement parce que les Camerounais veulent la paix. Il n'y a pas un seul individu au Cameroun qui serait content qu'il y ait la guerre demain. Donc, qu'on n'en fasse pas de ça un slogan. C'est un acquis pour tous les Camerounais et ils font l'effort de le préserver. Donc, ça ne peut pas être redonné à la tête d'un individu qui dit qu'il a mis. Personne n'a mis la paix au Cameroun. La paix existe, elle est là. On ne peut pas parler d'effort à partir du moment où on a 90 élèves dans une salle censée recevoir 50 élèves. Vous pensez que c'est un effort? On ne peut pas parler d'effort à partir du moment où il n'y a pas suffisamment d'enseignants dans une ville comme Balmayo par rapport à Yaoundé. Si les enseignants n'arrivent pas à se déplacer jusqu'au lieu où ils doivent exercer leur fonction, on ne peut pas parler d'effort à partir du moment où les habitants de Bamenda ne se satisfont pas du fait que les fonctionnaires envoyés là-bas ne peuvent pas s'exprimer en anglais. Moi, je suis un militant de base. C'est vrai, j'ai été un cadre moyen. J'ai été vice-président de section. J'ai été adjoint au maire à Douala 5. Comme tous les Camerounais ont le droit, la possibilité, ils s'en privent pas, ils parlent. Certains militants du RTPC parlent même dans les médias comme ils veulent, des fois même contre leur parti. Mais moi,
formé politiquement, je ne peux pas, je ne dois pas mal parler de mon parti, encore moins de mes chefs, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Je ne dois pas les critiquer publiquement. Vous savez, je dis souvent une chose simple. Je prends le cas d'une famille. Paul Biya, c'est le chef de famille au Cameroun, n'est-ce pas? Si vous structurez mal votre famille, pourquoi voulez-vous que demain il y ait un élan d'évolution? Le président s'est rendu compte à un moment donné que son environnement était son premier obstacle. Bon, vous pensez que malgré la bonne volonté qu'il puisse même avoir aujourd'hui pour pouvoir changer quelque chose, ceux qui l'accompagnent ont cette volonté, alors que ceux-là sont fatigués même de le voir et veulent le voir partir. Moi, j'ai dit aux gens, qu'on le vote. Autant qu'il voudra qu'on le vote jusqu'au jour où Dieu ou lui décidera de partir. Donc, s'il tient à être président, je dis qu'on aille encore le voter. Qu'on le vote même à 100%, les 88% ne servent à rien. Qu'on le vote, qu'il sache qu'on l'a voté. Mais il sait au fond de lui que personne ne l'aime. Tout d'abord, il y a les signaux. Pour ceux qui lisent, non pas forcément la politique, mais ceux qui observent la vie publique camerounaise se rendent bien compte que M. Biya est déjà candidat. Les signes sont multiples. J'ai entendu dire que ses enfants veulent passer le concours de l'ENAM. Je ne vois pas un bon père faire passer le concours à ses enfants pour ne pas les protéger après. Je ne sais pas s'ils ont le niveau, mais en tout cas, je n'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Il y a plusieurs signes, ce n'est pas que cet aspect-là, mais tout porte à croire, avec le musellement des médias, les répressions des manifestations, tout laisse à penser naturellement que M. Biya, et ce n'est une surprise pour personne, sauf aux petits naïfs et candides, que M. Biya veuille se représenter en 2018. De toute façon, vous savez, on ne peut pas avoir atteint cet âge-là pour, au Cameroun en tout cas, et concernant M. Biya, pour renoncer au pouvoir. Je pense que, ne serait-ce qu'en prenant un exemple, quand vous avez vu les émeutes supposées de la faim de 2008, M. Biya n'a pas hésité à réprimer dans le sang ceux qui contestaient son régime. Vous trouvez donc clairement que M. Biya, après cela, en plus, a donné des signes de vouloir se maintenir au pouvoir. Bien sûr, comme il sait qu'il a mis en place l'antichambre du RDPC et les camps, pour ne pas les citer, pour préserver son élection, qu'il échoue ou pas dans les urnes, on ne peut que penser qu'il a fortement envie de se représenter en 2018. S'il y avait un homme politique qui veut être à la place de Biya, il nous aurait déjà dit que moi, en 5 ans, je veux faire que l'eau soit partout, soit l'électricité soit partout. Non, ça ne peut pas se passer. Donc, le Cameroun se développe sereinement, tranquillement, dans la paix. Et je crois que c'est très important. Vous pouvez imaginer un sprinter faire 12 secondes sur le 100 mètres à 25 ans et qu'il fasse 9 secondes à 55 ans sur la même distance. Ce n'est pas possible. Donc, je considère donc que M. Biya ne suscite aucun espoir. Il faudra en parler plutôt dans le passé. Et malheureusement pour les Camerounais, il va certainement encore, très certainement, avec les institutions qui s'est données, notamment le code électoral, rempiler pour un septennat. Voilà ce qui va réellement se passer si rien n'y change, si les Camerounais ne se mobilisent pas pour effectivement mettre par terre, pour dégager ce code électoral qui aurait dû nous garantir l'alternance. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans un processus électoral sans tenir compte du texte qui organise la dévolution du pouvoir. J'ai toujours dit, et je persiste, qu'il va falloir modifier profondément ce code. 1. En instaurant le principe du bulletin unique pour éviter les achats de conscience. De 2. Il va falloir remplacer l'ECAM, qui est une antichambre en réalité du RDPC, par une commission nationale électorale indépendante, composée à parité des personnalités issues de la société civile, pourquoi pas, des partis d'opposition présentes dans ces différentes échéances électorales, et du parti au pouvoir également. Commission mixte paritaire. Et qu'ensuite, il puisse y avoir, et c'est parfaitement possible sur le plan technologique,
qu'il puisse y avoir proclamation des résultats à 20 h.